C'est bon, vous voyez mon écran. Ok, super. Bon, je disais que avant de se lancer carrément à la démo concernant l'entraînement d'un modèle de reconnaissance vocale, mais aussi de traduction, nous avons un peu exploré les plateformes, en tout cas IA, donc notamment Zinface, qui est une véritable révélation, une innovation même concernant le domaine NLP, en tout cas, parce que depuis son événement, il y a beaucoup de choses qui ont été développées et c'est grâce à, ce, à ces bibliothèques transformeuses, mais aussi à cet environnement Zinface. Donc, en grosso modo, c'est le GitHub, en tout cas, de l'IA. Comme GitHub PNF, bon, bien c'est le GitHub de l'IA, quoi. Donc là, il y a cet espace-là qu'on a, il y a les modèles. Je pense que normalement, pour ceux qui ont ici et qui ont pu à faire des recherches concernant, euh, en tout cas, de l'entraînement de modèles ou bien bon, dans le domaine de l'NLP, ils devraient savoir ils devraient connaître cet espace-là. Donc voilà, donc il y a cette partie modèle, par exemple, où on stocke par exemple les différents modèles. Donc, tu as la possibilité d'entraîner ton modèle et de le déployer directement sur une piste. Il y a aussi la partie dataset où tu peux héberger tes propres données. Il y a la partie, par exemple, espace, où tu peux, par exemple, faire, euh, créer un espace où tu peux tester directement le modèle en inférence. Je pense que Jay a fait une explication là-dessus concernant les tests en inférence. Donc, ce sont les différentes, en tout cas, parties qui se trouvent au niveau de Easyface. Et là, si vous voulez, par exemple, connaître les modèles qui sont à jour, vous pouvez juste venir rechercher, par exemple, clic, frais de recherche, comme par exemple Wolof. Si vous faites Wolof, normalement, ça devrait vous ressortir les différents modèles qui sont entraînés avec du Wolof. Donc, parce que d'autres, sur la nomenclature, ils mettent carrément le Wolof. Actuellement, bon, j'entre dans mon espace. Donc, dans mon espace, il y a une organisation qui s'appelle ITEC. Donc, cette organisation-là, où j'ai hébergé mes différents modèles qui ont été fine-tunés, mais aussi j'ai eu à créer des espaces. Mais ça, je ne veux pas vous donner l'accès parce que ce n'est pas encore open source. Là, on est en train de travailler sur un projet qui n'est pas encore bouclé. Donc, tout à l'heure, s'il a posé la question à savoir si, par exemple, les solutions qu'on est en train de développer seront rendues open source, bon, actuellement, je dirais oui dans notre cas, sauf que ce n'est pas encore terminé. Mais le but, c'est de mettre en place la plateforme, en tout cas pour tout le monde, ainsi que les jeux de données. C'est la raison pour laquelle on vous a même partagé quelques sources de données qui sont en tout cas open source. Et aussi, il y a des données qu'on a eu à construire. Donc, hormis Face, il y a aussi le Google Colab. Je pense que aussi tout le monde connaît cet espace. Google Colab, Google Colab est une plateforme en tout cas qui est open source, qui intègre un notebook, donc qui permet carrément de faire des entraînements de modèles, donc qui a Python et le notebook Jupyter. Et aussi, comme on le dit, on dit souvent que c'est open source, alors que il y a des tarifications à payer, donc selon le nombre en tout cas d'utilisation. Et si on parle de l'IA ou bien de modèle, nous savons tous qu'on a besoin de puissance de calcul, à savoir la RAM, la GPU, mais aussi bon, des TPU. Donc là, c'est carrément l'espace Face. Donc, ce sont en tout cas deux espaces où je travaille le plus. Mais actuellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a l'usine Face Transformers qui est là. Et pour l'entraînement, ça dépend en tout cas de votre environnement de développement, de votre choix. Par exemple, vous pouvez utiliser le Kaggle. Ça aussi, ça permet aussi c'est une plateforme qui permet de faire des fine-tuning d'entraînement de modèles. Et aussi, il y a le GCP, c'est-à-dire le Google Platform. C'est toujours Google, mais là-bas, c'est un peu différent avec, avec le collab. Donc, et aussi, comme mon collègue le disait tout à l'heure, concernant les modèles. Donc, auparavant, on avait des modèles en cascade, c'est-à-dire on peinait carrément à entraîner des modèles. C'est-à-dire, comme par exemple le modèle de reconnaissance vocale, ça faisait appel à trois types de modèles. Donc, il fallait passer tous ces trois modèles-là pour pouvoir avoir au moins un modèle de reconnaissance vocale, c'est-à-dire un modèle de transcription. Maintenant, avec l'avènement de Transformers, on peut en tout cas prendre un modèle qui est pré-entraîné
prendre notre propre jeu de données et faire du fine-tuning. Maintenant, je vais commencer par présenter. Certainement, je ne vais pas pouvoir tout présenter. Ce que je vais faire pour les autres, je vais vous rédiger sur des blocs, ou bien vous envoyer carrément les notebooks. Mais je vais vous présenter au moins la partie entraînement de modèles de traduction. Bon, avec le NLLB 200, je pense que le NLLB 200 aussi, si on vient sur Face, normalement on doit le retrouver. Donc, c'est un modèle pré-entraîné développé par Facebook avec plus de 600 millions de paramètres et qui intègre aussi la langue Wolof. Donc, si vous cliquez ici sur les langues, vous allez voir ici le Wolof. Donc, le Wolof, il est intégré. On l'a pré-entraîné avec des données Wolof, ce qui est un avantage, en tout cas, pour les fine-tuning qu'on fera, parce que ça va nous permettre d'obtenir des modèles qui sont assez performants, ou bien qui sont performants. Ça dépend de notre jeu de données qu'on va utiliser pour faire l'entraînement. Donc, le modèle NLP 200. Et aussi, il y a le modèle M2M1. M2M100 aussi, c'est développé par Facebook avec 418 millions de paramètres. Là aussi, ça intègre le Wolof. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que pour pouvoir fine-tuner un modèle et obtenir des résultats satisfaisants, il serait mieux en tout cas de prendre des modèles pré-entraînés avec la langue que vous voulez, par exemple, intégrer, vous voulez utiliser. Voilà. Donc, je reviens sur le pipeline d'entraînement. Donc, comme vous le savez tous, avant de pouvoir faire un entraînement, il faut commencer par installer les bibliothèques nécessaires pour pouvoir entraîner le modèle. C'est-à-dire, bon, il y a le Transformers qui est là, qui englobe tout un lot de bibliothèques aussi. C'est un bibliothèque, mais qui a des bibliothèques lui-même, qui permet carrément de faire l'entraînement. Donc, il y a aussi les autres dépendances. Et là, on passe à l'étape, par exemple, 2, qui est l'importation des dépendances, après avoir installé ça. Et ensuite, donc ici, bon, si vous voulez, je peux exécuter, mais ça risque de prendre un peu de temps, même si j'ai un A100 actuellement. Actuellement, moi, j'ai un A100. Donc, je vais vous montrer, j'ai un A100 parce que j'ai fait un abonnement le mois passé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas de A100, on a un T4 seulement. Et le T4, la RAM, en tout cas, ça sature vite. Donc, il faut une véritable stratégie pour pouvoir entraîner un modèle ou bien pouvoir ou non, même ça, obtenir des résultats qui sont satisfaisants. Donc, pour le T4, je me dis seulement qu'on peut l'utiliser si on veut tester des modèles en inférence, vous voyez, mais si on veut carrément entraîner, peut-être prendre un échantillon pour tester si le pipeline d'entraînement est correct. Il est correct, donc, afin d'acheter des puissances de calcul. Donc là, si on termine cette étape, après l'installation des dépendances, on importe toutes les dépendances nécessaires. Et là, ici, c'est la partie chargement des données. Donc, pour les données que j'ai utilisées pour ce pipeline d'entraînement, ce sont des données JSON, donc qui sont dans mon local. Mais vous pouvez aussi faire appel à des données qui se trouvent au niveau de Face Dataset. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Mais actuellement, j'ai pris seulement les données en format JSON, que ce soit le 30 et DS. Donc, tout à l'heure aussi, maman en a parlé. Donc, qui sont bien scindés en train de test développement, ayant chacun de pourcentage, donc 80%, 10% pour le dev et 10% pour le test. Donc, après chargement de ces données-là, parce que c'est en local, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, voici un exemple, par exemple, de jeu de données de corpus parallèle. Donc, nous avons ici la translation français. Et là, nous avons le Wolof. Donc, pour le format JSON, on a ce format-là, mais on peut le faire aussi sur un autre format, que ce soit en CSV ou bien en format parquet. Donc, les formats parquet, ce sont les formats que Face utilise le plus souvent. Donc, après chargement, par exemple, des données,
Donc, les données, vous pouvez ici venir ici. Vous les mettez directement au niveau de votre drive et ensuite vous les chargez directement. Donc, après chargement des données, vous allez définir des. euh, vous allez carrément passer au pré-traitement des données, je veux dire. Vous allez passer au pré-traitement des données et ensuite passer au mappage. Donc là, je suis en train de vous montrer, mais attendez que je vous donne celle-là, quoi. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est celle-là que je voulais présenter parce que celle-là, elle est beaucoup plus explicite, quoi. Donc là, c'est l'installation carrément des bibliothèques. Et ensuite, ici, vu que je veux utiliser, par exemple, les jeux de données, vu que je veux utiliser les jeux de données qui se trouvent au niveau de mon compte UsineFace, normalement, je dois me connecter sur mon UsineFace Hub. Donc, vu que j'ai déjà un compte, je dois me connecter, je dois récupérer le token. Si je récupère le token, je dois le mettre ici afin que je puisse utiliser carrément mes jeux de données. Donc là, donc je viens ici, je récupère ici un token. Que je vais mettre là. Bon, une fois logué, je dois aussi, si je veux par exemple voir tous les résultats ou bien voir en temps réel l'entraînement, en tout cas, de mon modèle, je dois utiliser les WCPIAS, c'est-à-dire le WinDB. Donc là aussi, je dois créer un compte. Si je crée un compte, normalement, je dois pouvoir avoir un accès, par exemple, à mon espace, mais aussi générer un token. Et avec ce token-là, je vais le donner, je vais l'attribuer, par exemple, à ce modèle-là. Et maintenant, une fois que, par exemple, je le donne à ce modèle-là, normalement, si l'entraînement débute, je dois voir tout le processus qui se passe. Donc ici, bon, ça va ressembler un peu à ça. Donc là, c'était pas, mais ça va ressembler un peu à cet espace-là où vous allez voir, par exemple, les différentes métriques, mais aussi les évaluations, les pertes d'entraînement, etc. Et aussi, après cela, bon, j'ai procédé, par exemple, à un chargement de données. Donc, vu que j'utilise actuellement les jeux de données qui se trouvent au niveau de mon espace Zinfis, actuellement, je suis en train d'utiliser ce corpus parallèle-là, par exemple, celle-là. Bon, ça ne s'affiche pas ici, mais normalement, ça doit afficher un corpus parallèle, vu que je l'ai mis en mode privé. Donc, je le mets en public pour que ça puisse s'afficher. Bon, il me demande d'attendre un peu pour que ça puisse se charger. Donc, je vais vous montrer carrément comment ça s'affiche ici. Donc, une fois que je précise le chemin, vu que j'ai déjà donné l'accès, c'est-à-dire le token, je peux charger carrément les données, mais aussi charger le tokenizer du modèle que je veux fine-tuner, par exemple, c'est-à-dire le NLLB 200, mais aussi le modèle en tant que tel. Donc, le tokenizer, c'est lui qui, en tout cas, permet de transformer carrément les données ou bien les informations que je lui ai données en token. Donc, les tokens, actuellement, ce sont des nombres parce que pour que le modèle qui sera entraîné puisse comprendre cela. Donc, il y a cette partie-là. Et ensuite, je vais procéder carrément. Une fois chargé la tokenisation, je vais procéder à la tokenisation. Donc, c'est OK. Ensuite, je vais mettre en place une fonction qui permet de faire l'évaluation du modèle. Donc, l'évaluation aussi, ça dépend. Tu peux attendre jusqu'à la fin pour procéder carrément à l'évaluation ou bien tu évalues le modèle au fil, par exemple, de l'entraînement. Donc là aussi, je mets en place la fonction pour l'évaluation. Et ici, ce sont les hyperparamètres. Je pense qu'ici aussi, Jay a parlé de ça. Donc là, actuellement, c'est l'output en tout cas du modèle que je suis en train de fine-tuner.
Et là, ce sont les différentes hyperparamètres que je dois paramétrer, que je dois donner pour pouvoir avoir peut-être un modèle optimal par rapport aux jeux de données que j'ai actuellement. Donc, il y a cette partie-là, c'est traîner. Donc, c'est carrément l'initialisation de l'entraînement actuellement. Donc, ensuite, on passe au sec training, là aussi. On renseigne les différentes informations qu'on a définies et on passe au training. Et là, normalement, si tout va bien, lorsque je lance le training, ça commence à faire l'entraînement. Et d'ici là, on voit carrément le nombre d'heures ou bien de minutes estimées. On va aussi l'époque qu'on a définie, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on va passer à l'entraînement sur notre jeu de données. Donc, pour le NLP 200, bon, c'est assez simple. Et il y a aussi le MD M100. Donc, c'est pas celle-là. Donc, il y a le M2, M100 que j'ai mis aussi en place. Bon, qui est un peu différent, celui du NLP 200. Qui est un peu différent celui du NLP 200 parce que là-bas, bon, il y a des fonctions que j'ai déjà définies dans un seul composant pour que ça puisse aller vite. Donc, mais c'est le même process. C'est le même process. Ce qui change au juste, c'est le modèle en tout cas pré-entraîné qui change et quelques petites variables qui vont changer. Et j'ai aussi oublié de mentionner, c'est-à-dire le tokenizer, par exemple, la langue source et la langue ciblée. Donc là aussi, c'est à définir, que ça soit pour le modèle de NLP 200, mais aussi de M2, M100. Donc pour le NLP 200, on a ici un pipeline d'entraînement qui permet en tout cas de faire carrément un entraînement et c'est adaptable pour les autres langues aussi. Si vous avez le Polar, vous avez un jeu de données en Polar, accompagné par un jeu de données, un corpus parallèle en Polar où on a les phrases en Polar, mais aussi les traditions en français ou bien en Wolof. Non, en français, je veux dire, parce que le NLP 200 n'intègre pas de langue ressource pour une tradition, mais tu peux le prendre pour faire une tradition, par exemple, du Polar vers le français et vice-versa. Donc, c'était, je pense que c'est ça pour, en tout cas, l'entraînement du modèle de tradition pour les NLV 200. Et je vais peut-être passer au modèle MMS. Non, au modèle M2, M100, je veux dire. Donc, pour le M2, M100, là aussi, bon, ça respecte toujours le même workflow avec quelques ajustements à faire, mais c'est le même process qu'on doit prendre. Sauf que ici, ça change juste au niveau des paramètres d'entraînement. Là, on a une petite différence ici pour pouvoir définir par exemple la langue cible. On doit mettre ici fausse boss token français par exemple ici. Bon, je l'ai dit que la langue source c'est le Wolof, la langue ciblée c'est le français. Donc, la traduction doit se faire du Wolof vers le français. Si je veux par exemple le faire du français vers le Wolof, je dois changer ici. Donc, là aussi, bon, c'est un pipeline d'entraînement en utilisant le M2, M100. Et actuellement, ce sont en tout cas les deux modèles qu'on a actuellement qui comprennent le Wolof. Et avec ça, on arrive à obtenir des résultats qui sont assez satisfaisants, qui sont même, je dirais, satisfaisants, parce que si on parle d'un bleu, par exemple, de 52, ou bien des fois de 34, au minimum 34, avec 200 000 lignes qu'on a actuellement, donc je dirais que c'est vraiment bien, quoi. Le souci est que de passer du Wolof, de passer du français vers le Wolof. C'est ça que ça commence à devenir compliqué parce que, comme vous le savez tous, le Wolof n'est pas très normalisé. Donc, moi, j'écris comme ça me semble, ou bien Nangadef. Voilà, comme bon me semble. Quelqu'un aussi l'écrit comme il l'entend. Des fois, et alors que les données actuellement, ce sont des données qu'on n'a pas totalement construites nous-mêmes, ou bien qui n'ont pas respecté carrément les règles. Et
Pourtant, on a des règles, c'est ce qu'ils disent, parce que j'ai déjà eu à travailler sur une construction de jeu de données. D'ailleurs, même lors de mon mémoire, j'ai eu à travailler sur ça. Et on a fait des recherches, mais aussi on est parti sur Cloud, que ce soit Cloud IFAN, afin de collecter de la donnée. Mais des fois, même avec les ouvrages ou bien les, voilà, les livres, etc., tu vois clairement que des fois, il y a des termes qui ne se ressemblent pas. Il y a des mots qui ne se ressemblent pas. Je pense que c'est en tout cas un atout, je dirais, ou bien quelque chose en tout cas qui bloque carrément le fait qu'on puisse avoir de bons modèles du français vers le Wolof. Actuellement, pour le Wolof français, on est bien parce qu'on a des modèles. Je peux même vous montrer tout de suite parce que j'ai déjà mis en place des espaces interactifs. Donc, pour pouvoir en tout cas tester les modèles en référence. Donc, par exemple, comme ces genres de blocs que vous voyez là, bon, actuellement, bon, ça, c'est down. Je ne sais pas ce qui se passe. Français, voilà, c'est pas down. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, pour les modèles de reconnaissance vocale, je pense qu'on a assez pris de temps. Et si je ne me trompe pas, Jay m'avait dit qu'il avait des cours à préparer. Donc, je vais juste essayer de vous partager un bloc. Donc, pour fine-tuner en tout cas des modèles Wave2Vec XLR. Donc, là, on a un guide en tout cas qui explique clairement comment ça fonctionne, en commençant déjà par la structure et, et aussi les autres étapes de l'entraînement. Sauf que des fois, vous pouvez rencontrer des erreurs liées par exemple aux versions en tout cas des bibliothèques comme Transformers ou bien Dataset. Et aussi pas mal de choses peut-être que vous allez peut-être changer parce que là, il a utilisé un jeu de données. Il suffit juste de changer par exemple le jeu de données qu'il a utilisé pour mettre votre propre jeu de données. Donc là, ici, il a utilisé un jeu de données Common Voice qui se trouve au niveau de Interface. Donc, si vous avez un jeu de données qui se trouve au niveau de Interface, comme par exemple celle de Serge Wilson, qui est open source, vous pouvez venir ici le tester directement. Vous pouvez aussi le tester directement parce que ce n'est pas un exercice, je pense, ce jeu de données-là. Vous pouvez essayer de venir le tester. Et bon, ça dépendra aussi des fois de Google Cloud, vu qu'il a un espace qui est très très limité, même si on parle de open source. Donc, c'est ça. Pour le blog du Web2Vec XLR, il y a aussi l'autre blog. Donc, ces blogs-là sont issus directement de Zinface. Donc, vous pouvez en tout cas inspirer directement de ça et faire votre fine-tuning. Parce que des fois, vous pouvez utiliser les IA, les LLM, par exemple, les chatbots pour générer un pipeline, mais souvent, vous tombez sur des erreurs. Et je dirais même à 80% ou bien à 90%, vous allez tomber sur des erreurs. Donc, c'est des choses à éviter. Vous pouvez juste essayer, par exemple, de checker les blogs qui existent, qui présentent en tout cas, ou bien qui expliquent un entraînement. Vous le suivez et vous faites l'entraînement. Ou bien utiliser carrément ce qui sont disponibles sur Interface. Et depuis en tout cas, l'avènement du modèle. Donc là c'est le XLR toujours. Attends, je pense normalement. Pour le Whisper aussi, pour le Whisper, ça est là aussi. Donc, c'est un bloc qui se trouve au niveau de Zinfis que vous allez suivre et faire votre propre entraînement. En tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir en tout cas un jeu de données qui est clair, qui est propre et qui est bien structuré et l'appeler correctement. Vous suivez le pipeline d'entraînement. Vous respectez les versions en tout cas des bibliothèques. Normalement, tout va bien se passer. Donc, c'est pas très compliqué. Je dis à mon humble avis, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste de faire le focus. Voilà. Et bon, et un peu d'amour, quoi, je dirais. Parce que moi, à la base, je suis développeur full stack. Mais actuellement, je fais de l'IA plus que du développement. Voilà. Parce que l'IA, actuellement, on est full IA. On parle, bon, on tend vers l'IA. Mais ce qu'on a actuellement, c'est qu'on a du full IA. Parce que même en développement, on fait du dev IA.
on ne fait plus du développement brut comme ça, bon, faire des IPS, tu essaies de réfléchir, tu remontes, etc. Ça, on ne fait plus. On fait du dev IA. Voilà. Donc, pour juste vous dire que, en tout cas, il faut être carrément, faire carrément focus dans le domaine. Et c'est pas compliqué, il suffit juste de partager. Si vous avez par exemple des problèmes, essayez au moins de poser des questions ou bien de se rapprocher des gens qui ont un peu des notions sur ça. Et à mon avis, moi, je suis très ouvert sur ce coup-là. Et je pense que c'est valable aussi pour Guy, parce que actuellement, il n'a pas trop le temps. Je lui ai même forcé la mise sur ce coup-là. Mais normalement, bon, on devrait travailler sur des projets qui sont très urgents, mais il n'a pas le temps. Mais c'est pour juste vous dire que il a cet amour et raison pour laquelle même ça, même si vous écoutez sa présentation, vous allez voir clairement que voilà, il est dedans. Donc, et c'est l'avenir, quoi, en tout cas. Donc, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Et ne s'inquiétez surtout pas parce que je vais partager les différentes notebooks, mais aussi les sources liées aux jeux de données qui sont open source. Donc, je pense que c'est ça. Si vous avez des questions. Voilà, merci beaucoup pour cette deuxième phase qui concerne le démo. Alors, je pense que j'avais abordé pas mal de choses et nous aussi, bon, on va essayer de capitaliser les techniques que vous avez eu à avancer et aussi peut-être les ressources, bon, si on peut avoir le lien de toutes ces ressources-là. Bon, ça serait vraiment important. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin de toutes ces ressources-là parce que je dois faire un état de l'art sur tous ces travaux-là. Donc, que ce soit le speech recognition ou bien aussi les translations et tout ça. Voilà, donc nous sollicitons encore une fois que peut-être si la présentation aussi les notebooks que vous avez eu à présenter, et aussi toutes les ressources liées, donc qui nous seront utiles en tout cas. Voilà, merci encore une fois pour cette belle présentation et aussi on apprécie la technicité de la présentation, mais aussi le sens de partage déjà. Voilà, on sent déjà l'amour, voilà, mais aussi la passion que vous avez déjà armée dans votre présentation, que ce soit vous ou bien l'autre El Mamoudji. Donc, merci à vous. Peut-être je vais essayer un peu de donner la main à l'audience. Bon, s'il y a encore une fois des préoccupations, des questions, des suggestions ou bien des contributions, vous pouvez activer votre micro ou bien aussi passer vos messages sur le chat. On va essayer de voir avant de terminer. Voilà. Et merci encore une fois, M. Diallo, pour cette belle présentation à cette minute. Ok, merci Babacar. En tout cas, c'est un immense plaisir. C'est un immense plaisir en tout cas de faire partie d'assister en tout cas dans cette présentation, mais aussi de vous partager, même ça sera un réel plaisir de vous partager ces informations parce que nous, ce qu'on cherche en tout cas, c'est surtout la vulgarisation, mais aussi le partage, parce que c'est le partage qui nous permet d'avancer sur certains aspects. Donc, même avec les données, on dit qu'il n'y a pas de données, mais les données, ça existe. Il suffit juste de creuser ou bien de demander les gens en soi qui sont prêts à le donner. Si on vous donne, donc c'est bon quoi, parce que on parlait d'ici l'année dernière, on parlait que de 50 heures de transcript pour le Wolof, etc. Et actuellement, on a presque 100 heures, 100 heures de transcript. Et tous ces centres-là de transcript, ça vient en tout cas des travaux de recherche ou bien des projets qui sont là. Et les projets, des fois, lorsqu'on termine le projet, ça va devenir open source.
Et avec ces senteurs d'audio transcript, on peut bel et bien avoir un modèle de reconnaissance parole qui est assez solide, en tout cas, qui est très performant et qui va répondre en tout cas aux besoins. Parce qu'il faut savoir que le moteur de reconnaissance de la parole, c'est le principal verrou à lever pour mettre en place les autres systèmes vocaux. Ça, il faut le savoir. Donc, tout passe par ce système-là. Donc, c'est un plaisir. Donc, si vous avez d'autres questions. Voilà, voilà. Là, c'est très intéressant. Et aussi, j'ai oublié peut-être de le rappeler. Bon, vous avez dit lors de votre présentation que vous êtes un élément de l'IAGD. Donc, ça serait vraiment honneur aujourd'hui ouais, de vous retrouver voilà, des aînés qui sont déjà passés ici et qui font des résultats d'ailleurs. Et surtout de faire des contributions telles que vous l'avez présentées tout à l'heure. Voilà, donc on connaît tous ces gens-là. On est avec les Monsieur Diop et tout ça. Là. Voilà, merci encore. Bon, s'il y a des choses à ajouter, bon, en tout cas, ou bien des conseils, bon, pour tous suggestions que peut-être ceux qui sont là enthousiasmés et qui veulent vraiment faire du carrière dans le domaine, bon, si vous avez de plus de choses à nous partager, on est open et on serait vraiment ravis d'avoir ces suggestions-là. Bon, de mon côté, c'est bon. Mamoun? Mamoun? Je suis là. Répétez. Bon, je disais que de mon côté, c'est bon parce que, voilà, j'attendais des questions. Et je pense que D'accord. c'est Babacar seulement qui a posé des questions. Je ne trouve plus Ndao. Babacar Ndao, c'est mon grand frère. Hein? Ah ouais. Mais bon, en réalité, ça a été un plaisir de faire une présentation ici, de faire ce partage vis-à-vis de la communauté de l'intelligence artificielle au Sénégal. C'est un honneur pour nous, hein. Ça, c'est un honneur pour nous. Donc, s'il y en a d'autres occasions qui vont se présenter éventuellement, nous ferons tout pour contribuer à ça. Merci beaucoup.